Donc, je disais qu'on a Olivier avec nous, un maker, un touche-à-tout, et qui a d'ailleurs été notre premier client chez BCJob. Et je vais le laisser parler de ces petites bêtes, ces ordinosaures qu'il arrive à ressusciter et dont il va nous parler maintenant. Merci. Je te laisse te présenter, Olivier. Merci. Bonjour à tous. Donc, merci à tous d'être présents aujourd'hui. Donc, comme le disait Seb, à l'instant, on va parler aujourd'hui d'ordinosaures. On va ressusciter les ordinosaures. Et donc, je vais vous partager mon écran dès maintenant. Hop. Voilà. C'est bon. Normalement, vous devriez voir mon écran. Yes. Est-ce que c'est bon, Seb? Ça marche. Allô, allô? Oui, ça marche, ça marche. Sébastien, est-ce que tu peux me dire si tu vois bien mon écran? Je le vois. Yes, c'est bon. Ok, super. Donc, on va démarrer. Donc, comme je disais, aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu mon talk que j'avais prévu de faire normalement en conférence. Donc, ressuscitons les ordinosaures. J'avais été retenu pour Riviera Dev, qui était malheureusement annulé cette année pour cause de coronavirus. J'étais en lice pour Sonytech, mais même punition, même motif. Donc, je ne désespère pas que c'est un talk que je pourrais présenter à d'autres conférences. Donc, j'ai essayé de l'adapter au format BBL, au format un petit peu présentation à distance. C'est un talk dans lequel on va parler de vieux ordinateurs et comment finalement développer un émulateur. Donc rapidement, qui suis-je? Donc je suis Olivier Poncet, je suis directeur technique et software craftsman. Je travaille aujourd'hui dans une petite société de conseil depuis 1 an maintenant. J'ai quitté mon ancien poste de DSI pour devenir directeur technique chez Suricast Consulting. Je m'occupe là-bas de tout ce qui est R&D, innovation, les projets de développement, tous les projets d'engagement, la formation des développeurs, etc. C'est une société de conseil qui ne faisait pas de technique avant, donc j'étais là-bas pour développer un petit peu cet aspect-là. Et je m'y plais bien, et ce qui me laisse aussi l'opportunité de temps en temps de continuer à faire mes talks, mes confs. Et pour ceux que ça intéresse de me suivre, vous pouvez me retrouver sur Twitter. Je suis assez actif sur le pseudo @poncetrou91. Je publie pas mal de choses, essentiellement très orientées tech, et puis sur des petites news. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent rentrer en contact, n'hésitez pas à vous connecter à moi. Et donc, on va rentrer dans le sujet Back to the Future. On va parler donc aujourd'hui effectivement d'ordinosaures. Et donc, qu'est-ce que sont que les ordinosaures? Et ben, globalement, les ordinosaures sont les ancêtres de nos ordinateurs actuels, de nos ordinateurs modernes. Pourquoi je choisis un petit peu ce sujet-là? Parce que moi, je suis un enfant des années 70-80. J'ai grandi avec un ensemble, un écosystème d'ordinateurs électroniques qui n'est pas du tout celui qu'on connaît aujourd'hui, avec des ordinateurs, là vous les voyez défiler sur l'écran, des ordinateurs assez mythiques pour certains, comme l'Amiga, l'Amstrad CPC, aussi des consoles. Alors dans le concept d'ordinosaure aussi, on intègre les consoles, comme la Mega Drive, la Nintendo NES, ce genre de choses. Et il est intéressant de voir que cette histoire de l'informatique a permis de construire toutes les bases de ce qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des ordinateurs qui rivalisent à court de gigahertz, y compris pour les téléphones, avec une informatique qui a complètement changé de visage ces dernières années. Tant que ce soit sur les projets, les produits professionnels, que les projets de jeux, etc. Et tout ce pan de l'histoire informatique qui existait dans les années 70-80, il est intéressant de voir qu'il y avait des choses qui étaient assez passionnantes à l'époque, notamment dans les capacités qu'avaient les personnes à exploiter au mieux le hardware qu'ils avaient à disposition, avec les limitations qui étaient liées à ce hardware. Et de voir effectivement que une certaine nostalgie de gens comme moi a été prise pour faire revivre un petit peu ces logiciels, de pouvoir rejouer à des anciens jeux, de pouvoir redécouvrir un petit peu un pan de l'histoire qui est un petit peu abandonné par l'actualité. Et donc, ce talk va se concentrer essentiellement sur le processus de comment on écrit, comment on développe un émulateur. Et je vais vous parler aussi donc de fait en parallèle de mon expérience dans le domaine, parce que j'écris plusieurs émulateurs, dont un qui est un logiciel libre qui s'appelle XCPC, qui est un émulateur d'Amstrad CPC,
Alors pourquoi cet ordinateur? Parce que c'est un ordinateur sur lequel j'ai énormément travaillé dans les années 80-90, qui m'a permis vraiment de bien progresser en termes de programmation. J'ai commencé sur un ordinateur qui était un ZX80, pour lequel j'ai aussi écrit un émulateur, qui avait des caractéristiques assez limitées. C'était un microprocesseur Z80 à 3 MHz, qui plafonnait finalement à 1,7 MHz, qui avait 1 kilooctet de RAM. L'Amstrad CPC avait plus de capacité. Et il y a quelques années, il y a près de 20 ans maintenant, j'ai pris la décision d'écrire un émulateur pour 2 raisons. C'était d'une part pour faire revivre un petit peu cet Amstrad CPC et retoucher à 1 ou 2 jeux qui m'avaient plu quand j'étais jeune, et sur lequel j'avais envie de rejouer et qu'on trouvait pas. Et pourquoi écrire un émulateur aussi? Parce que je suis Unixien et Linuxien, je travaille sur Unix, et il n'y avait pas d'émulateur pour cette plateforme. Voilà. Donc il y avait aussi et le défi technique et l'envie de pouvoir retoucher à des choses qui avaient existé 10 ou 15 ans auparavant. Et donc, ce qui me permet d'embrayer sur la différence entre un simulateur et un émulateur. On va vraiment commencer par cette partie éléments de langage. Donc, un simulateur, c'est un logiciel qui imite le comportement d'un système, quel qu'il soit, d'un système matériel, sans réutiliser les parties originales du système cible. Par exemple, sans réutiliser de logiciel original, sans utiliser de ROM. C'est un logiciel qui va se contenter effectivement d'imiter le comportement d'un système, et donc de faire croire à un utilisateur qu'il utilise un matériel ou un logiciel original, sans forcément utiliser ce qui existait avant. Donc ça peut être une réimplémentation. Typiquement en simulateur, on peut prendre ça comme équivalent. Vous voulez jouer au Pac-Man, le Pac-Man original de la bande d'arcade, souvent ce ne sont pas des émulateurs qui vous ont permis d'y jouer sur d'autres plateformes, c'était un simulateur de Pac-Man, c'est-à-dire quelqu'un qui a réimplémenté le jeu. Olivier, je crois que on ne t'entend plus. Je me semble que tu as été muté. T'es mute, Et c'est pas moi. On ne t'entend pas du tout parce que en fait, tu as le petit signe. Mais voilà, ouais, effectivement. Effectivement, j'ai entendu quelqu'un m'a muté, ouais. C'est pas moi. Donc je reprends. Hop. Alors, donc je reprends. J'étais. Désactiver ta caméra en même temps, comme ça on aura la présentation. Ouais. Exact. Ça, ce sera fait. Voilà. C'est bon? Et donc, du coup, j'étais muté depuis quand? Est-ce que tu sais? Cette partie-là, je pense, à peu près. Ouais. Voilà. Donc, je disais, donc un émulateur, c'est un logiciel qui va reproduire le comportement d'un système en faisant croire aux parties originales, donc aux parties originales logicielles du système cible, typiquement les ROM, les logiciels sur disquette, etc., qui tournent sur le matériel original. Donc, l'objectif d'un émulateur, c'est de faire croire à un logiciel qui fonctionne sur le matériel original, contrairement à un simulateur qui est là pour faire croire à un utilisateur qu'il est devant un matériel original. Donc ça, c'est juste la petite introduction. Globalement, qu'est-ce qu'on peut émuler? On peut émuler toutes sortes de systèmes. On peut émuler des ordinateurs, des consoles, des bornes d'arcade, tout ce que vous voulez. Ça peut être du matériel grand public, comme ça peut être du matériel spécifique. Je suis notamment sur Internet un certain nombre de personnes, notamment, qui ont écrit des émulateurs pour les systèmes de vol du module lunaire Apollo, pour faire croire au logiciel original qui tournait dans un vrai module. Donc on peut vraiment émuler des choses très simples comme des ordinateurs domestiques jusqu'à des choses qui ont permis d'envoyer des gens sur la Lune. Du coup, globalement, tout peut être émulé. Peu importe le système invité, ça va surtout dépendre des ressources disponibles sur le système hôte. Donc là, on entend 2 notions, qui est le système invité, c'est-à-dire le système que vous souhaitez émuler, et le système hôte, qui est le système sur lequel vous allez faire tourner l'émulateur. La question, c'est est-ce légal?
Alors, cette question, elle est assez intéressante parce qu'il y a la réponse rapide qui est oui, c'est légal, il n'y a pas de souci, vous pouvez créer un émulateur sans qu'on vienne vous chatouiller. La réponse longue, c'est qu'en fait, en vrai, ça dépend. Il faut voir qu'un émulateur, ça vise à reproduire le comportement d'un matériel original qui était éventuellement sous copyright avec éventuellement des brevets attenants, etc. Et légalement, on peut se dire une chose, c'est que copier un support et redistribuer cette copie sans l'accord de leurs auteurs, c'est interdit. Et je vous aurais prévenu. Si je vous dis ça, c'est parce qu'il y a de grands nombres de développeurs d'émulateurs ces 20 dernières années, qui ont tenté d'émuler des systèmes qui pourtant n'étaient plus commercialisés et qui se sont fait poursuivre par les maisons éditrices, et notamment parce qu'ils avaient dumpé des ROM ou copié des disquettes originales et ils les avaient distribuées, même si la société éditrice qui détenait les copyrights n'en faisait plus rien. Cependant, une chose que vous pouvez vous dire, c'est que si le copyright expiré, normalement, la copie est autorisée, en général. Ça n'empêche qu'il y a toujours, on le voit aujourd'hui, pour des questions de brevets et de copyright, il y a des sociétés qui détiennent des copyrights sur des très très vieux jeux qui n'en font rien, mais ils peuvent poursuivre des gens en disant oui, ce copyright il a peut-être expiré, mais nous sommes propriétaires de cette licence, et peut-être qu'un jour on sortira un jeu, ou on sortira un logiciel d'après ça. Donc voilà. Donc cette question du copyright, faut être assez prudent dessus. D'une manière générale, il y a certains éditeurs, des éditeurs de vieilles plateformes, alors là je vais citer l'Amstrad là pour le coup, certains éditeurs ont autorisé la redistribution de leur propriété intellectuelle. Typiquement, Amstrad a autorisé la redistribution de ses ROM et a demandé aux sociétés éditrices tiers de l'époque, qui avaient notamment développé le BASIC pour l'Amstrad, qui a autorisé justement la distribution du moment qu'on n'en fait pas commerce. Donc, ça, ce sont les conditions. Du moment qu'on n'en fait pas de commerce et qu'on l'utilise vraiment dans un cadre qui est purement ludique, ça pose pas de problème. Pour développer un émulateur, là on en vient vraiment au fond du sujet. Première chose, c'est se préparer. Il faut bien identifier votre cible. Ça a l'air bête à dire, ce qui va sans dire fait mieux en disant, si vous développez un émulateur, si vous voulez développer un émulateur pour une plateforme, c'est que vous avez forcément une envie par rapport à cette plateforme. C'est-à-dire, d'une manière générale, vous n'allez pas vous dire du jour au lendemain, tiens, je vais développer un émulateur de Sony PlayStation alors que j'y ai jamais touché de ma vie. Ça, c'est pas impossible, mais en tout cas, l'intérêt peut être vite limité et cette difficulté aussi de pas bien connaître votre cible, de pas bien connaître cette plateforme peut aussi vous faire démarrer un projet et puis rentrer dans une difficulté qui est insurmontable et vous faire arrêter votre projet. Ça, c'est difficile lorsqu'on développe des logiciels. Ce que je vous conseille aussi, c'est de récupérer un maximum de littérature, des livres, des documents, tout ce que vous pouvez. Là, je vous mets par exemple des bouquins que j'avais à l'époque dans les années 80, Clé pour Amstrad par exemple, ou un bouquin qui était ultra connu, Programming the Z80 par Rodney Sachs, qui est une référence ultime sur le sujet. Pourquoi récupérer tous ces vieux livres, où on pourrait se dire qu'ils sont un petit peu dépassés sur année, c'est parce qu'en fait, ils ont une mine d'informations dedans sur tout ce qui est le logiciel, le hardware, les petits trucs de programmation de l'époque, etc. Et ça permet vraiment d'avoir une base documentaire parce que l'écriture d'un émulateur, c'est vraiment un chemin semé d'embûches. Et donc, il faut avoir un maximum de références logicielles, techniques, etc. autour des composants principaux que sont le microprocesseur, le contrôleur graphique, etc. etc. Donc, n'hésitez pas à dénicher des ouvrages de référence, on en trouve plein. Parfois, on en trouve même sur Le Bon Coin, on en trouve même sur les vide-greniers, etc. Donc, il m'est arrivé une fois de trouver sur un vide-grenier une référence technique justement pour Amstrad qui était peu répandue en France et j'ai eu l'occasion de l'acheter. Voilà. N'hésitez pas aussi à collecter un maximum d'informations de type schéma électronique, des infos, etc. Sur le site, sur Internet notamment, je pense à abandonware.org, etc. Vous pouvez retrouver facilement des vieux magazines avec des articles sur des trucs de programmation, des articles sur du hardware et tout ça. Donc ça, c'est vraiment, je pense que c'est assez fondamental. Cette partie-là m'a permis, notamment dans l'écriture de mes émulateurs, d'avoir pu effectivement passer à côté de quelques pièges, justement en ayant des schémas, en ayant de la littérature ad hoc.
Donc, mettez la main sur les spécifications, les services manuels. Alors, l'avantage, quand on développe un émulateur pour des très très vieilles machines, des machines antiques, alors je parle d'Apple II, d'Amstrad, de ZX et toutes ces machines-là, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, l'électronique était très très différente, c'est-à-dire que souvent était vendue avec le matériel, où on pouvait trouver assez facilement, pour une somme assez modique, les schémas électroniques, donc ce qu'on appelle les services manuels, qui étaient destinés notamment souvent aux sociétés qui réparaient les ordinateurs. On peut les trouver assez facilement. Donc, notamment, Amstrad avait ces services manuels qui pouvaient être vendus à l'époque au pas tout particulier. Donc, récupérer les schémas électroniques, c'est quand même une mine d'informations qui est assez intéressante, même si ça donne pas toutes les clés, ça donne quelques clés. Et notamment aussi, je pense aux ZX80, qui aussi à une époque étaient vendus en kit pour la modique somme de 650 francs à l'époque, ce qui était quand même une somme, et on achetait ça en kit, on le soudait tout soi-même, on le montait soi-même, et donc on avait les schémas à disposition. Et pour ceux qui ont les compétences et les connaissances sur certains types de matériel, il n'y a pas de schéma disponible et tout ça. Donc, faites du reverse engineering si vous en avez les compétences électroniques. Ou en tout cas, si vous connaissez quelqu'un qui a ce genre de compétences, n'hésitez pas à le faire. Moi, j'ai une formation d'électronicien. Il y a certaines choses que je me suis permise de faire un petit peu dans mon parcours pour analyser le fonctionnement vraiment interne de l'Amstrad et du ZX80. Avoir un oscilloscope, avoir un voltmètre, avoir des méthodes de reverse engineering matériel à disposition, ça permet aussi de sauter le pas quand on est confronté à une certaine difficulté. Et quelque chose d'important, c'est choisissez aussi votre cible sur laquelle vous allez développer votre émulateur. Choisissez votre système d'exploitation. Vous pouvez en choisir plusieurs. Vous pouvez faire le choix de faire un émulateur multiplateforme. Et c'est plus complexe à développer. Je pense que le mieux, c'est d'identifier une cible principale, Windows, Linux ou une console quelconque, les téléphones, etc. Mais de choisir une cible parce que la difficulté, si on se rajoute cette difficulté du multiplateforme par rapport à la difficulté d'écrire un émulateur, ça devient vite un petit peu difficile. Choisissez votre langage de programmation. Ça va sans dire, vous pouvez le faire dans tout langage. Vous pouvez développer un émulateur en JavaScript, il y en a plein qui l'ont fait. Mais de préférence, lorsque vous avez identifié votre plateforme, choisissez un langage de programmation qui soit prédictible, dans le sens, donc un langage compilé, évitez tout ce qui est garbage collector et tout ce genre de choses. Non pas que c'est mal, mais c'est que souvent ce genre de petites choses se déclenchent au pire moment, et l'émulation, cette contrainte, c'est que ça doit rester assez temps réel. Donc avoir une demi-seconde de gel du logiciel parce que le garbage collector passe, c'est quand même un petit peu embêtant. Mais ce qui n'empêche qu'il y a de très bons émulateurs qui existent en C#, en Java, en JavaScript. Mais si vous voulez vraiment exploiter le plus possible la puissance de votre matériel et faire des optimisations un peu plus poussées, je ne saurais trop vous recommander le C ou C++, voire le Rust. Là, on va passer à l'architecture d'un émulateur. Là, un émulateur, en fait, c'est un logiciel qui a l'air complexe d'un point de vue quand on le regarde dans sa globalité, mais il est constitué de plus ou moins de 5 sous-systèmes principaux. Le sous-système central, donc qui est toute la gestion du microprocesseur et des éléments vraiment centraux de la machine. Alors, quand je dis du microprocesseur, ça peut être plusieurs microprocesseurs ou éventuellement certains processeurs spécialisés. Typiquement, si on prend par exemple le processeur Cell de la PlayStation 3, il a un certain nombre de choses, c'est un microprocesseur avec un coprocesseur graphique intégré et un certain nombre d'unités de calcul généralistes dedans. Donc sous cette égide de microprocesseur, c'est le sous-système central, mais qui est composé de plusieurs cœurs. Le sous-système vidéo, c'est presque le sous-système principal par rapport au sous-système central, puisque c'est lui qui va vraiment vous permettre d'avoir un retour visuel de ce qui se passe de votre machine émulée et qui va finalement vous permettre de battre la cadence en termes de nombre d'images par seconde et donc en termes de temps réel. Le sous-système audio, donc c'est évident, beaucoup de jeux de l'époque vont par exemple pour l'Apple II d'un simple bip qui était juste un simple haut-parleur sur lequel on envoyait un signe au carré, en passant par Amstrad qui avait un contrôleur de son programmable et en passant par d'autres systèmes beaucoup plus évolués comme l'Amiga qui avait un DSP spécifique pour ça. Le sous-système d'entrée, donc tout ce qui est clavier, joystick, souris et laser gun, ce genre de choses, et le sous-système de périphérique dans lequel on inclut les contrôleurs de disques, donc les disquettes, la cassette et tout ça.
Et bien sûr, là-dedans, je mets l'interface utilisateur, puisque l'interface utilisateur que vous allez présenter à l'écran, soit vous utilisez effectivement quelque chose qui est natif à la plateforme, par exemple sous Windows, ou des toolkits un peu multiplateformes comme Qt ou GTK. Donc tout ça, je le mets de côté. Ça sort un petit peu du détail d'architecture de l'émulateur. C'est plus la couche de présentation utilisateur qu'on met autour de l'émulateur. Donc, je vais vous parler du sous-système central. Je vais commencer par la RAM, parce que la RAM, même si c'est un composant qu'on pourrait qualifier d'assez passif, au final, c'est un des plus simples à émuler, parce que la RAM, c'est globalement une structure dans laquelle vous stockez un certain nombre d'octets. Par exemple, l'Amstrad CPC dispose d'un certain nombre de banques de RAM. Il dispose à la base sur l'Amstrad CPC 464 de 4 banques de 16 kilooctets. Donc, globalement, c'est une structure avec un tableau de 16 000 octets à chaque fois à l'intérieur. Donc c'est assez simple à émuler, c'est je veux écrire à une adresse précise et du coup simplement je dis à tel offset de mon buffer je mets telle donnée. Je veux lire une adresse à tel offset, je lis la donnée, c'est tout simple. La ROM c'est exactement la même chose, la seule différence c'est qu'elle est en lecture seule. Donc au démarrage d'un émulateur, les espaces de ROM sont simplement chargés avec des fichiers qui sont des dumps des ROM originales. Et ensuite, cette partie-là ne bouge pas. Donc, c'est vraiment le sous-système le plus simple à émuler et qui est néanmoins essentiel pour émuler le microprocesseur. Et ça, on va y venir juste après. Une petite question que m'avait posée Seb hier quand on avait un petit peu échangé avant ce talk d'aujourd'hui, c'est sur comment on récupère les images des ROM. Et ben ça dépend des plateformes. Il y a des gens qui se sont spécialisés un petit peu dans ce domaine. Pour les ordinateurs, c'est assez simple parce que les ordinateurs, dès lors où ils avaient une interface, on pouvait programmer en BASIC ou en Pascal ou ce genre de choses. On pouvait assez facilement, puisqu'il n'y avait pas de MMU, donc de sous-système de protection de la mémoire, on pouvait aller assez facilement lire dans la mémoire morte, octet pour octet, et de sortir l'image de cette mémoire directement soit sur une disquette, soit par liaison série. Sur les consoles ou les bornes d'arcade, c'était un peu plus difficile, dans le sens où certaines bornes d'arcade, par exemple, étaient protégées contre la lecture non autorisée des ROM. Ils pouvaient même autodétruire certaines ROM qui finalement n'étaient pas des ROM, mais des EPROM avec une pile de sauvegarde. Et il fallait du matériel spécialisé. Donc aujourd'hui, il y a eu à une certaine époque, fin des années 90, début des années 2000, des gens qui se sont spécialisés dans le domaine. Force est de constater, c'est que pour les anciens systèmes, on trouve des images mémoire et des images de disquette assez facilement sur les sites internet. Donc la ROM, comme je disais, c'est votre mémoire de travail, c'est la partie la plus facile à développer. Donc comme je vous le disais, voici un exemple de code en C++. Voici comment on va décrire une banque de mémoire. Donc simplement, comme pour l'Amstrad CPC, on va se retrouver ici avec 16 kilooctets de données par banque de mémoire. Pour l'Amstrad CPC 464, il y a 4 banques de mémoire, donc il suffit d'instancier 4 fois RAM bank. Donc c'est très simple, et un accesseur qui nous permet d'accéder en lecture-écriture à cette mémoire. Maintenant, on va passer au microprocesseur, et c'est le cœur de votre émulateur. C'est de loin la partie la plus complexe à développer. Alors pourquoi ? Parce que les microprocesseurs, notamment les premiers microprocesseurs des années 70-80, avaient énormément d'instructions qui étaient non documentées, avaient des fonctionnements qui étaient prévus par le manuel utilisateur, mais finalement, dès qu'on sortait un petit peu des clous, on se rendait compte que on pouvait avoir accès à certaines instructions qui n'étaient pas censées exister. Donc tout ça, c'est vraiment la partie la plus difficile à développer, dans le sens où il faut vraiment, pour avoir une émulation parfaite, et dans certaines plateformes de l'époque, il y a beaucoup de développeurs qui ont exploité des fonctionnalités qui étaient cachées mais néanmoins connues. Ça nécessite d'avoir vraiment une connaissance très précise du microprocesseur que vous voulez émuler. Typiquement, le Z80, c'est un processeur qui est ultra répandu. Il y a eu beaucoup de gens qui ont écrit énormément de documentation dessus. Je parlais de Rodney Sachs tout à l'heure. Il y a eu aussi beaucoup de personnes qui ont écrit des émulateurs qui ont effectivement analysé le comportement en mode reverse engineering sur des plateformes d'analyse pour voir un petit peu le comportement du microprocesseur dans certains cas. Donc là, c'est là où il faut vraiment s'équiper du user manual du constructeur du microprocesseur et de toute la documentation qu'on peut trouver. Son architecture interne va énormément influer sur la complexité de votre code. D'une manière générale, émuler un microprocesseur comme le Z80, qui est un microprocesseur 8 bits, c'est quelque chose qui est assez simple, surtout sur des machines 64 bits comme on a aujourd'hui. C'est une tâche qui est complexe, mais assez aisée pour obtenir un résultat assez convaincant.
et assez rapidement, dans le sens où le nombre d'instructions est très limité. Il y a 252 instructions disponibles, mais qui sont toutes des variantes, et au final, il n'y a qu'une cinquantaine d'instructions distinctes réelles. Ces microprocesseurs, selon son architecture, selon le nombre de registres disponibles, selon l'orthogonalité des instructions. L'orthogonalité, c'est-à-dire c'est la façon de comment sont encodées les instructions au travers d'opcodes. Donc chaque opcode donne lieu à une instruction. Il y a beaucoup d'opcodes qui se ressemblent. Typiquement, par exemple, charger un registre avec un autre registre, c'est toujours la même instruction. La seule différence, c'est que dans l'opcode, dans le chiffre binaire qui représente l'opcode, il y a une partie qui va dire c'est charger un registre, une deuxième partie qui va dire registre source, une troisième partie qui va dire registre de destination. Lorsque un microprocesseur est bien conçu, souvent les instructions sont assez orthogonales, c'est-à-dire en fonction de leur position dans la grille d'instructions, en décodant certains bits, on peut déterminer facilement, s'il n'y a pas d'exception, quel est le registre source, quel est le registre destination, quelle est l'instruction mathématique en cours, est-ce que c'est une addition, une soustraction, une multiplication, une division, etc. L'inconvénient, c'est que certains vieux processeurs comme le Z80, les instructions sont assez orthogonales d'une manière générale, mais il y a plein d'exceptions. Et donc, en fait, le système qui va permettre de décoder les instructions doit tenir compte de ces exceptions, et donc ça complexifie le code légèrement et diminue un petit peu la performance, en tout cas l'implémentation. Donc, comme je disais, son architecture va énormément influer sur la complexité de votre code. Si on prend des processeurs qui sont plus récents que le Z80, typiquement le 68000, qui est un microprocesseur qui a été ultra répandu, le 68000 dispose d'un nombre d'instructions de registre qui est beaucoup plus élevé que le Z80, mais par contre qui est beaucoup plus facile à émuler dans le sens où il est développé un peu comme un processeur RISC, même s'il reste CISC, donc un processeur complexe. Ce processeur a l'avantage d'avoir des instructions qui sont extrêmement bien ordonnées, et donc on peut se permettre de faire des optimisations dans l'interpréteur du microprocesseur qu'on ne peut pas se permettre par exemple pour le Z80. Il y a aussi une chose à prendre en compte, c'est de quel type d'indien est votre processeur. Est-ce qu'il est petit indien, grand indien, big indian, little indian, globalement quand on dit donc MSB first ou LSB first, c'est-à-dire est-ce qu'il stocke les octets de poids forts avant dans la mémoire ou est-ce qu'il stocke les octets de poids faibles avant dans la mémoire. Aujourd'hui, on utilise majoritairement des PC, des processeurs de type Intel qui sont little indian, donc qui stockent d'abord l'octet de poids faible et ensuite dans les adresses hautes l'octet de poids fort. Le problème, c'est que beaucoup d'ordinateurs d'il y a quelques années, c'était l'inverse. Donc il faut prendre ce genre de choses en considération pour réordonner les octets lorsqu'on va les lire dans la mémoire et pour pouvoir les interpréter de la bonne manière. Ça a l'air de rien, ce petit problème, mais c'est un problème qu'on retrouve aussi beaucoup dans la programmation dite moderne, notamment lorsqu'on fait des transferts réseau, c'est dans quel ordre je vais transférer mes octets lorsqu'on a un mode de 32 ou 64 bits. Là, c'est exactement la même problématique. Donc, déterminer si votre processeur est petit indien ou grand indien par rapport à votre plateforme, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que la plateforme, votre hôte sur lequel vous souhaitez émuler votre logiciel, votre ordinateur, est-ce qu'il est du même indianisme que la plateforme cible. Donc les drapeaux, je vais y passer rapidement. Les drapeaux, donc ce sont les flags internes du microprocesseur. À savoir, est-ce que par exemple la dernière opération a donné un 0, est-ce que la dernière opération a donné un signe ou pas, est-ce qu'il y a une retenue, est-ce que la dernière opération c'était un ajout ou une soustraction, voilà. Donc tous ces drapeaux, ça fait partie du cœur du microprocesseur. Il faut les émuler et le fait est, c'est que beaucoup d'opérations qui sont effectuées au cœur du microprocesseur se basent justement sur le bon calcul de ces drapeaux. Donc c'est quelque chose qui est pas très complexe en soi, mais qu'il faut prendre en compte et accorder une attention toute particulière sur leur calcul. Sinon, c'est clair que le logiciel qui sera émulé par votre interpréteur de microprocesseur plantera irrémédiablement, ce sera très très difficile à trouver. Sur les drapeaux internes, il y a d'autres drapeaux qui sont entre guillemets dits invisibles, qui sont les drapeaux qui disent par exemple est-ce qu'on a eu une interruption masquable, est-ce qu'on a eu une interruption non masquable. Donc ce sont finalement les drapeaux qui font office d'interface avec le monde réel, donc ce qu'il y a autour du microprocesseur. Donc toutes ces choses-là, ce sont des choses qui permettent de déterminer à chaque instant l'état du microprocesseur émulé et comment on va pouvoir exploiter ces informations pour que le code émulé fonctionne correctement.
J'en viens donc à la modélisation d'un registre. Un registre, comment c'est modélisé? Très souvent, je le disais tout à l'heure, il faut déjà prendre en compte l'indianisme. Est-ce qu'on est en Big Indian, Little Indian? Et vous voyez, typiquement, là, je suis toujours en C++, là pour le coup. Souvent, on va utiliser une base qui est, la taille d'un registre sur notre processeur hôte. Là, typiquement, un entier 32 bits, c'est la base. On pourrait prendre 64 bits. Et ensuite, grâce à une union, on va se permettre de pouvoir émuler chaque position dans un registre. C'est-à-dire, souvent dans les anciens processeurs, les microprocesseurs 8 bits avaient des registres de 8 bits, mais qui pouvaient être combinés en registres de 16 bits. Et donc, l'avantage, c'est que lorsqu'on lit une adresse, une adresse un mot de 16 bits, on peut avoir dans un des registres combinés la valeur de l'octet de poids faible, la valeur de l'octet de poids fort. Donc en fait, cette union va nous permettre justement de représenter un registre à l'intérieur du microprocesseur émulé tel qu'il devrait être. Donc avec le bon alignement, si on est petit indien ou grand indien. La modélisation de l'état du microprocesseur, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est la combinaison de tous les registres. Donc là, typiquement pour le Z80, on a un registre qui s'appelle WZ, qui est totalement un registre masqué. C'est un registre qui est interne, qui était utilisé justement comme étant une sorte de cache entre la mémoire qui était lue sur la mémoire physique et la partie interne. Ensuite, on retrouve tous les registres du microprocesseur. C'est simplement une instantiation de la classe registre qu'on a définie précédemment. Au-delà de ça, quelque chose qui est important, ce qu'il faut maintenir, c'est dans l'état interne du processeur, c'est-à-dire si on veut avoir une émulation parfaite et quelque chose qui se rapproche du temps réel de l'époque, il faut émuler chaque instruction avec le nombre de cycles et de coups d'horloge exacts. Typiquement, une instruction de type NOP, de type No Opération sur un Z80, c'est quelque chose qui s'effectuait en un cycle machine et en 4 coups d'horloge. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder parce que beaucoup d'optimisation de logiciels de l'époque se basait sur ça, sur un comptage très précis et la connaissance très précise du nombre de cycles machines qui étaient exécutés pour chaque type d'instruction. Donc ça, il faut le maintenir à chaque coup d'émulation. Donc une interface, bien sûr, il va falloir que chaque fois que votre microprocesseur demande à lire une zone de mémoire ou demande à écrire une zone de mémoire ou exécute une interruption, il faut que le reste de votre émulateur soit au courant. Donc on lui passe pour ça une interface qui va lui permettre de dire, voici sur la première ligne, je vais chercher un opcode. Donc mrec M1, ça veut dire chercher un opcode dans la mémoire. Donc on lui passe une adresse et on lui renvoie l'opcode qui a été lu. Pareil pour la lecture d'une zone de mémoire, l'écriture, et pareil pour les entrées-sorties. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre de vous interfacer sur le cœur de votre émulateur avec votre microprocesseur émulé. Et voici donc la modélisation d'un microprocesseur. Donc tout ça, je l'ai fait, c'est du code qui est assez simplifié, mais qui représente globalement ce qui a été fait dans différents émulateurs et ce que j'ai fait dans certains de mes émulateurs. Donc émuler un Z80, c'est simple, on a un constructeur sur lequel on lui passe une interface qui va permettre de communiquer avec les entrées-sorties et la mémoire, on initialise son état et c'est tout. C'est tout ce dont on a besoin. Et après, on a une méthode qui nous permet de déclencher un coup d'émulation. Donc run, ça va permettre de dire j'exécute la prochaine instruction, donc je vais chercher la prochaine instruction en mémoire, je l'exécute, je mets à jour mes compteurs et je rends la main. Voilà. Pour exécuter le code de l'invité, donc ce processeur, je vous ai beaucoup parlé d'interpréteur tout à l'heure. En fait, il existe effectivement 3 grandes techniques pour émuler un microprocesseur. Il y a l'interpréteur, il y a la translation statique de code et la translation dynamique de code. Donc ça, ce sont 3 méthodes qui peuvent être complémentaires ou non, selon le type d'exigence que vous avez sur votre émulateur. L'interpréteur, c'est la technique la plus simple, c'est-à-dire que vous allez lire un opcode en mémoire, donc souvent un octet ou un mot mémoire dans le cadre de processeurs qui ont des mots mémoire plus élevés, typiquement 68 000. Et selon l'opcode reçu, on va dire, si c'est par exemple l'opcode 0, je sais que c'est un op, et donc je vais incrémenter mon cycle machine de 1 et incrémenter mon nombre de couleurs d'horloge de 4, et je fais rien d'autre. Si c'est par exemple l'opcode 0x78 en hexa, ça correspond à l'instruction charger le registre A avec le registre B. Donc tout simplement, je vais effectuer cette opération dans mon microprocesseur virtuel. Donc je vais dire que le registre A est égal au registre B. Donc tout ça, ça semble être du code qui est très lourd à écrire,
je vous rassure, le plus souvent, c'est pas du code qu'on écrit à la main. C'est-à-dire, une des premières choses qu'on fait une émulation pour générer un interpréteur de microprocesseur, c'est d'écrire un outil qui permet de décrire toutes les instructions avec tous les opcodes et qui va permettre de générer ce code-là. Moi, c'est la démarche que j'ai prise pour l'écriture de XCPC, c'est-à-dire que tout le cœur de l'émulateur du Z80, c'est du code généré, d'après un générateur de code de Z80. Ce qui permet, si on veut changer de technique pour calculer les drapeaux ou changer de technique d'optimisation pour que ça aille plus vite, etc., ce qui permet de modifier juste le générateur de code qui va produire un cœur de Z80 qui sera adapté, ou un cœur de microprocesseur qui sera adapté aux besoins qu'on cherche à couvrir. Donc l'interpréteur, c'est le plus simple, c'est globalement souvent une boucle switch case ou plusieurs boucles switch case sur lesquelles pour chaque opcode, on va effectuer l'instruction qui est en face. La translation statique de code, c'est une technique qui est arrivée au début des années 2000, notamment pour émuler les consoles de jeux vidéo, qui part du postulat suivant, c'est que les ROM contiennent, donc les cartouches de jeux vidéo contiennent des ROM, donc ils sont non réinscriptibles, donc ce code ne bouge jamais. Donc ce code, on peut l'analyser en une fois, produire, grâce à un interpréteur, analyser tout le code qui est dans les ROM, produire du code machine pour la machine hôte, directement, dynamiquement, le code équivalent, et ensuite on récupère ce code hôte et c'est celui-ci qu'on exécute. Ça a l'avantage d'avoir qu'une sorte de recompilation statique, c'est-à-dire on recompile de la machine invitée vers le code de la machine hôte tout le code, et ensuite on l'exécute. Donc la grosse phase au début, c'est on prend l'interpréteur qu'on avait précédemment, et au lieu d'exécuter chaque opcode, on va générer du code machine en face. Typiquement, là, je vous présente la méthode Z80 recompile, qui permet de dire, je prends un bloc mémoire en entrée, je donne un bloc mémoire en sortie dans lequel je vais générer mon code machine. Je vais dire, lire le premier octet sur le code mémoire en entrée. Si c'est un op, j'émets une instruction de type NOP, par exemple sur ma machine x86, ce qui nous permet d'avoir du code machine, et ce code sera généré exécuté de façon native à pleine vitesse, voilà, sans avoir le surcoût de l'interpréteur. Donc ça, c'est, comme je le disais, cette technique combine la force d'un interpréteur et d'un recompilateur statique. C'est assez simple à mettre en œuvre, surtout pour les consoles de jeux vidéo. Ensuite, la technique qui est beaucoup plus difficile, c'est la translation dynamique de code. Cette technique combine un interpréteur, donc à chaque fois qu'on rencontre un code dans lequel on n'est pas passé sur de la machine invitée, typiquement un code qui est soit en mémoire vive, soit en mémoire morte, on va d'abord interpréter ce code une première fois. Donc ici, on va le décoder, on va se dire, ce code-là correspond par exemple à un op ou à une addition, je vais générer en face l'instruction machine avec le code assembleur de la machine hôte, et ensuite, une fois que j'ai combiné un certain nombre d'opcodes comme ça, je vais pouvoir exécuter ce code machine natif. Voilà, donc c'est ce que vous connaissez sous le nom de JIT, typiquement qui est utilisé par le langage Java depuis fin des années 90, qui est utilisé aussi par différentes plateformes type C#.net, tout ça. Donc globalement, c'est une JIT. On a des instructions qui sont interprétées en temps réel, on génère du code machine pour la machine hôte en temps réel, et ensuite ce code-là qu'on exécute. Et une fois que ce code a été interprété une fois et qu'on y repasse, qu'il n'a pas été modifié, ce code s'exécute de façon native, sans ralentissement et sans surcoût d'exécution par un interpréteur. Voici pour la partie microprocesseur. Je vais passer rapidement sur le sous-système suivant, donc le sous-système vidéo. Donc c'était la deuxième partie. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est que le frame time d'un émulateur est toujours synchronisé sur la durée d'une image. C'est-à-dire un émulateur, pour que vous ayez l'impression d'utiliser un ordinateur de l'époque ou une console de l'époque, première chose à savoir, c'est est-ce que votre framerate il est de 50 Hz ou de 60 Hz. Ça a l'air d'être une question bête, mais c'est là-dessus que va se synchroniser votre émulation. C'est-à-dire que vous allez avoir une fréquence fixe de 50 Hz ou de 60 Hz, et c'est là-dessus que votre émulateur va se synchroniser. Et il va faire en sorte d'obtenir, si vous êtes en 50 Hz par exemple, comme les Amstrad CPC européens, si vous êtes sur une fréquence de 50 Hz, vous savez que vous avez au plus 20 millisecondes pour générer une trame à envoyer à l'image. Donc ça veut dire, dans ces 20 millisecondes, vous devez inclure le temps d'émulation de l'interpréteur de votre Z80, le temps d'émulation des périphériques qui sont autour, le contrôleur de disquette, le contrôleur vidéo, le contrôleur audio, etc. Donc dans ces 20 millisecondes, vous avez toute cette durée pour faire vos calculs et générer une image, et l'audio aussi,
pour pouvoir produire le résultat. Quand vous n'avez pas le temps de générer cette image, il y a une chose pour laquelle vous devez avoir le temps, c'est au moins d'émuler tous les organes, c'est-à-dire d'émuler le microprocesseur, d'émuler le chipset audio, d'émuler le contrôleur vidéo, etc. Par contre, transformer tous ces états en une image visible peut prendre du temps, c'est-à-dire générer l'image finale, qui est une image souvent RVB, qui peut être aussi avec des effets spéciaux pour imiter les effets d'entrelacement, de désentrelacement de l'époque, etc. Donc parfois, on n'a juste pas le temps de générer l'image finale. Donc on peut s'autoriser le frame skipping. Donc on peut dire que de temps en temps, quand l'émulateur se rend compte qu'il n'a pas le temps, qu'il a eu le temps d'émuler le système et qu'il n'a pas le temps d'afficher une image, il peut s'autoriser de sauter une image de temps en temps. Donc ça, c'est très utilisé. L'avantage, c'est que l'œil humain perçoit très bien ce genre de saut d'image. C'est-à-dire sauter une image sur 50, l'œil humain ne s'en rend pas du tout compte. Donc parfois, dans beaucoup d'émulateurs, il y a un système de frame skipping. On peut dire, par exemple, quand on est un peu trop lent, de dire je saute une image toutes les 4 ou 5 ou 6 images. Ou certains émulateurs, moi j'ai pris ce parti de faire un système d'autodétection de timing et il va sauter les images quand il considère qu'il n'a pas le temps de les afficher. Donc ce qui permet de garder une émulation avec une sensation de temps réel, c'est un émulateur qui tourne à pleine vitesse sans avoir de dégradation perceptible de l'affichage. Souvent la partie vidéo, c'est émulé par, on doit émuler le contrôleur vidéo. Alors le contrôleur vidéo, c'est un petit chip en silicium qui est ni plus ni moins qu'une machine à état qui va être responsable de la génération des signaux de synchronisation. Donc générer les signaux, donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez à l'écran, générer les signaux de synchronisation horizontale, de synchronisation verticale. C'est quelque chose qui est assez simple à émuler d'une manière générale, mais c'est ce qui va vous permettre d'avoir une émulation parfaite au niveau graphique et aussi d'avoir une émulation qui puisse aussi prendre en compte les effets graphiques de l'époque. Parfois, certaines techniques étaient utilisées pour exploiter des choses qui étaient normalement pas faites, pas possibles pour ce genre de chip. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est bien connaître comment ont été conçus ces contrôleurs vidéo, qui sont souvent basés sur des compteurs internes, des compteurs et des comparateurs. Donc c'est lui qui est essentiellement responsable de la génération des signaux vidéo. Souvent, ce contrôleur vidéo ne génère que les signaux vidéo, c'est-à-dire j'avance d'un caractère et je génère la synchronisation verticale et horizontale. Souvent, ces contrôleurs ne généraient pas du tout de signaux vidéo, RVB. Donc souvent, ils sont adjoints d'un chip qui est souvent appelé Video Gate Array ou Video Display Unit ou ce genre de choses qui, lui, va prendre les signaux du contrôleur vidéo et les transformer en signaux RVB. Ces signaux RVB, ils seront directement produits d'après ce que trouvera ce contrôleur vidéo et cette Gate Array dans la mémoire de l'ordinateur émulé. Donc, je disais, là j'ai parlé de Video Gate Array, il peut y avoir d'autres processeurs qui sont plus complexes, qui incluent un contrôleur vidéo et une Gate Array, ce genre de choses. Ce sont les Video Display Processors qui, ni plus ni moins, embarquent dans la même puce les fonctionnalités dont je viens de vous parler. Donc, ce sont des chips qui sont souvent designés, qui ont été souvent designés à l'époque pour des consoles de jeux vidéo, ou des ordinateurs un peu spécifiques comme le C64 qui embarquait un contrôleur vidéo qui permettait aussi d'avoir des sprites, donc des petits lutins qu'on pouvait afficher à l'écran de façon hardware en déchargeant donc le processeur central de cette gestion. Donc comme je disais, ce sont des composants qui sont très simples à émuler. C'est des bêtes machines à état. À l'intérieur, c'est constitué de compteurs et de comparateurs. Donc à chaque coup d'horloge, il y a un ou plusieurs compteurs qui s'incrémentent et ils sont comparés à des valeurs de référence qui sont chargées au démarrage de la machine. Et dès que ces compteurs arrivent à la valeur du comparateur, on déclenche des actions. Typiquement, je déclenche une synchro horizontale ou une synchro verticale. Donc ça, ce sont des composants qui sont assez simples à émuler. La partie sur l'émulateur, la partie haute, qui est un peu plus complexe, c'est de transformer justement tous ces signaux RVB qui sont émulés en images affichables à l'écran. C'est ce qu'on appelle le blitter. Ce blitter va permettre effectivement d'interpréter tous ces signaux virtuels, tous ces signaux émulés et de générer une image à l'écran.
Aujourd'hui, avec les machines qu'on a, les puissances de calcul et les cartes graphiques qu'on a, c'est devenu quelque chose qui est assez simple parce que maintenant, toutes les machines travaillent en 24 ou en 32 bits par pixel à l'écran. Quand j'ai commencé à développer les émulateurs à l'époque, c'était pas le cas. Il y avait des machines qui avaient été des machines soit monochrome, soit des machines 8 bits par pixel avec des palettes de couleurs, des machines 16 bits, des machines 15 bits par couleur, des machines 24 bits, des 40 bits, etc. Donc c'était vraiment le bordel. Et donc la partie la plus compliquée, c'était à l'époque de pouvoir avoir un blitter qui soit suffisamment générique avec des blitters optimisés par type de plateforme. Aujourd'hui, force est de constater que cette partie elle est assez simple, c'est on génère une image RVB et on l'envoie directement à la carte graphique ou directement via sa couche OpenGL, puisqu'on peut utiliser maintenant l'OpenGL ou DirectX pour afficher ces images sans réellement passer par le processeur central. Donc ça, c'est une partie de code qui est, on va dire, qui doit être la plus optimisée possible, dans le sens où c'est une des parties de code qui se prend aussi le plus de temps en termes de temps machine. Donc ça permet, comme je mets, de générer l'image de l'invité vers l'autre. Le sous-système audio, tout à l'heure je vous ai parlé de framerate, et là on va parler de sample rate. Le sample rate doit toujours être constant. Contrairement à ce que je disais tout à l'heure, on doit choisir un sample rate, c'est-à-dire à quelle fréquence vous allez émettre les échantillons audio sur votre machine haute. Donc le plus souvent c'est 48 kHz ou 44 100 Hz. Donc par exemple, donc là c'est le sample rate d'un CD, mais si vous avez moins de temps machine disponible, vous pouvez descendre à 22 kHz ou 11 kHz. Ce sont des valeurs standards, on peut bien évidemment en choisir d'autres en fonction de votre carte son. Par contre, il y a quelque chose qui est très important, on ne peut pas omettre des échantillons. L'oreille humaine est extrêmement sensible à la perte d'un échantillon. Vous le voyez surtout en ce moment avec le coronavirus, dès que vous êtes en conf call et qu'il y a une petite coupure réseau et qu'il y a un petit échantillon qui passe pas, ça fait des coupures, des hachures dans le son, c'est extrêmement désagréable. Donc l'oreille humaine est très sensible à ça, contrairement à ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'image. Donc ça, c'est une partie qui doit être réellement de temps réel et vous devez choisir votre sample rate de façon à être sûr de garder le rythme tout le temps et de ne pas d'avoir tout le temps d'émettre ces échantillons et de ne pas en sauter. Sur les machines émulées, le plus souvent, la génération du son, c'était confié à un chip qui était souvent un Programmation Sound Generator, dit PSG. Et ce générateur de son, c'est comme le CRTC vu précédemment, c'est une simple machine à état qui a un certain nombre de registres qui permettent de dire voici quelle courbe je veux donner au son, voici quelle enveloppe, voici quelle attaque, et voici quelle fréquence je veux jouer ce son. Donc ce sont des composants qui sont assez simples, comme précédemment, ce sont, en tout cas pour les contrôleurs de son de l'époque, d'il y a 30 ou 40 ans, ce sont vraiment de simples machines à état. Donc ce sont des composants qui sont assez simples à émuler, mais qui doivent comment je dirais, avoir une émulation assez précise, parce que comme je disais à l'instant, l'oreille humaine est très sensible aux dégradations de son, donc il faut vraiment prendre les specs du composant original et de bien comprendre comment il fonctionne pour pouvoir générer un son déjà qui ressemble au son de la machine originale et d'être sûr de ne pas sauter l'échantillon. Donc là, voici un code d'émulation qui est utilisé d'ailleurs dans l'émulateur MAME qui permet donc de générer du son sur un chipset de type Y38910 qui était un des contrôleurs de son les plus répandus de l'époque. Donc l'émulation de ce contrôleur, la boucle principale tient en 160 lignes de code plus ou moins, l'émulation complète doit tenir en 500 lignes de code à peu près, ce qui n'est pas énorme. Le sous-système d'entrée, dedans, on va émuler tout ce qui est clavier, joystick, souris, c'est tout ce qui nous relie à la machine. Aujourd'hui, quand vous émulez un système, vous avez évidemment à disposition votre souris, votre clavier. L'objectif, c'est de faire croire à la machine émulée qu'elle reçoit les informations du clavier original ou de la souris originale. C'est assez simple à émuler dans le sens où c'est juste transposer des signaux de votre machine physique et les convertissant vers la machine émulée en faisant croire que ce sont les dispositifs originaux. Donc c'est très simple, c'est vraiment la plupart du temps dans les machines de l'époque, c'était de simples signaux électriques qui étaient connectés soit au microprocesseur, soit au travers d'une interface qui permettait justement de pouvoir multiplexer ces signaux. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez simple. Le tout, c'est d'avoir à disposition souvent les schémas de l'époque pour voir à quel port, à quel fil électrique était connecté le joystick, le clavier, etc.
Souvent, comme il y a par exemple un clavier, il y a beaucoup de touches et que les microprocesseurs n'ont pas autant d'entrées-sorties qu'ils le voudraient, on met entre ce qu'on appelle un PPI, un Programmable Peripheral Interface. Donc c'est un composant qui va permettre de démultiplier le nombre de fils disponibles, le nombre de ports disponibles au microprocesseur pour qu'il puisse adresser plusieurs périphériques en même temps, sans être limité par le nombre de ports d'entrée-sortie qu'il a. Donc ça, c'est pareil, ça permet en termes de multiplication et de démultiplication, c'est assez simple à émuler puisque c'est un système, un simple automate à état qui garde en mémoire les précédentes valeurs. Le sous-système périphérique de l'époque, c'était très simple puisqu'à l'époque, on avait beaucoup l'enregistreur cassette. C'était un des premiers supports de stockage de masse à disposition. C'était le plus répandu. Donc à émuler, c'est très simple. Aujourd'hui, on trouve des fichiers audio qui sont des simples fichiers WAV qui ont été enregistrés des cassettes qui contenaient les logiciels originaux. Aujourd'hui, il suffit de dérouler ce fichier WAV et d'envoyer le signal récupéré à l'émulateur et donc faire croire à l'ordinateur émulé qui reçoit le signal d'une cassette. Donc c'est assez simple à émuler. Ça a été le stockage de masse le plus répandu jusqu'au début des années 80. Puis ensuite est apparu le FDD, le floppy disk drive, donc le lecteur de disquette, qui avait quand même cet avantage d'être beaucoup plus rapide. Les anciens s'en souviennent, charger une cassette, ça pouvait prendre de 5 à 10 minutes. Utiliser une disquette, c'est beaucoup plus rapide. C'est un système de stockage de masse assez versatile qui permet de faire des lectures-écritures randomisées assez simplement. Ça permettait aussi d'avoir aussi un support qui était beaucoup plus fiable et beaucoup plus efficace. Donc ça, c'était vraiment le support de stockage qui a été le plus utilisé jusque dans les années 90, jusqu'à ce que les ordinateurs soient équipés de disques durs. Et le dernier support, c'est la cartouche de jeux vidéo qui est énormément utilisée dans les consoles jusqu'au début des années 2000. Je crois qu'une des dernières consoles à l'avoir utilisée, c'était la Nintendo 64. Après, la plupart des consoles sont passées au lecteur optique dès la seconde moitié des années 90 à peu près. Et c'est aujourd'hui encore ce qui est le plus utilisé pour les jeux, même s'ils tentent de plus en plus à être dématérialisés. Ça, l'avantage, c'est que c'est très facile à utiliser. Je vous parlais de ROM au début du talk. Ce n'est qu'une simple ROM dedans qui est connectée au bus mémoire du microprocesseur. Donc, il n'y a rien de plus simple à émuler. Donc, le disque optique, comme je le disais, c'est le support de masse le plus utilisé depuis quelques années maintenant. L'avantage, c'est que ça repose sur des protocoles de transfert qui sont standardisés, même s'il y a eu des formats de disques, notamment je pense au Sony PlayStation et à d'autres consoles comme la Dreamcast où c'était des sortes de CD ou de DVD un petit peu propriétaires, mais les formats de stockage étaient à peu près tous standards, c'est l'ISO 9660, donc c'est assez simple à lire et assez simple à récupérer les données, à l'envoyer au sous-système émulé. Donc c'est des composants variés, ils sont en termes de complexité à mettre en œuvre, ils sont de simple à moyennement difficiles à émuler, tout dépend des périphériques. Les périphériques propriétaires, typiquement je pense aux consoles de jeux Dreamcast qui reposaient sur des formats un peu propriétaires du disque optique, ce sont les plus difficiles parce qu'il faut procéder à beaucoup de reverse engineering, enfin il a fallu procéder à beaucoup de reverse engineering pour essayer de comprendre comment ils fonctionnaient réellement, mais au final des lecteurs de disquettes typiquement reposent sur des contrôleurs de lecture magnétique, donc, qui sont très très connus, qui sont souvent des composants Intel ou NEC, typiquement le FDC 765 qui est un composant NEC qui a été utilisé dans quasiment tous les micro-ordinateurs de l'époque, des années 80, 70 et 80, donc c'est quelque chose qui est très connu et c'est toujours pareil, ce sont des simples machines à état dans lesquelles on utilise des compteurs, des comparateurs, et donc ce sont des composants qui sont entre moyennement difficile à vraiment simple à émuler, la plupart du temps. L'émulateur en lui-même, au final, on arrive au cœur du problème. Qu'est-ce qu'un émulateur ? Finalement, c'est un assemblage assez haute couture des différents composants qu'on vient d'évoquer. Dès lors que vous avez un émulateur de microprocesseur qui est parfait, qui passe un certain nombre de tests unitaires qui sont très connus, par exemple pour le Z80, il y a des tests très très connus qui permettent de vérifier la validité de votre émulateur, pareil pour le 68000, pareil pour plein d'autres processeurs. Dès lors que vous avez une confiance assez élevée dans votre interpréteur ou votre émulateur de microprocesseur et dans les composants que vous avez émulés autour, après ce n'est qu'un simple assemblage de tous ces composants au travers d'une boucle principale qui ressemble globalement à ça. C'est keep it simple stupid, faut pas réinventer la roue.
on met d'abord à émuler les composants les plus prioritaires, puis les moins prioritaires, et ensuite on finit par envoyer la vidéo à l'écran et l'audio aux oreilles. C'est aussi simple que ça. Donc la boucle principale, elle est simplifiée, mais elle ressemble globalement à ça, c'est on regarde à quel temps on a démarré l'émulation, et ensuite, tant que l'émulation tourne, tant qu'on dit à l'émulateur de tourner, on va exécuter un certain nombre de coups d'horloge pour le processeur, un certain nombre de coups d'horloge pour le Video Display Processor, un certain nombre de coups d'horloge pour le Programmation Generator, etc., etc. On va finir par la lecture des périphériques d'entrée ou éventuellement de lecteurs de disquettes, de disques optiques, etc. On va lire les entrées, tout ce qui est donc clavier de joystick, et ensuite on va générer une image vidéo, l'envoyer, et générer les échantillons audio et les envoyer. Ensuite, on regarde le temps qui s'est écoulé pendant toute cette partie-là, et on regarde si on a débordé. Si on a débordé, ça veut dire qu'on n'aura pas le temps de dessiner la prochaine image. Donc on skip la prochaine image, sinon on ne la skippe pas. Et on continue comme ça jusqu'à ce que l'interface utilisateur ait terminé, dise la fête est finie, on quitte l'émulateur. C'est aussi simple que ça. Donc, je vous ai dressé assez rapidement le processus d'écriture d'un émulateur. Bien sûr, il y en aurait beaucoup à dire. En 40-45 minutes, c'est très difficile d'aborder dans le détail chaque composant. Rien que le microprocesseur, l'émulation d'un microprocesseur, c'est un sujet en soi. C'est très varié, c'est quelque chose qui peut prendre énormément de temps en fonction du microprocesseur émulé, en fonction de l'architecture, en fonction des techniques qu'on veut mettre en œuvre. Est-ce qu'on parle d'interpréteur, de compilation statique ou dynamique? Tout ça, ce sont vraiment des choses qui peuvent faire l'objet d'un talk en entier. Donc, j'essayais de vous brosser un petit peu la globalité. Bien sûr, je reste disponible juste après pour échanger avec vous si vous avez des questions. Mais c'est un sujet qui est extrêmement passionnant, l'émulation. Moi, je me suis mis à l'émulation, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, pour une envie de réaliser, de revivre des choses sur des ordinateurs qui n'étaient plus disponibles, de retrouver des logiciels, et puis aussi le sentiment de faire quelque chose d'assez technique, puisque c'est une programmation qui est assez technique et assez intéressante pour justement progresser en termes de développement, et ce qui m'a permis aussi de progresser professionnellement parlant, dans le sens où j'étais confronté pendant ma vie professionnelle au besoin de développer des compilateurs et des recompilateurs dynamiques dans certaines de mes missions dans le temps. Et en fait, mon émulateur d'Amstrad CPC m'a permis aussi de pouvoir toucher, de pouvoir mettre en œuvre certaines techniques de recompilation et de compilation dynamique et de théorie du langage, en ayant finalement à disposition une sorte de framework disponible qui me permettait de tester assez rapidement les techniques que j'imaginais. Donc voilà. Donc pour conclure, j'espère que ce talk vous aura donné envie d'écrire un émulateur. Pour ceux qui ont des questions, je suis bien évidemment disponible pour échanger avec vous. Je vous remercie. J'ai essayé d'adapter le format au mode BBL. Donc normalement, c'était un format qui était fait pour être en live. Donc j'ai retiré tout ce qui était GIF animé, tout ça, etc. J'espère que le talk vous aura plu et que vous en aurez appris au moins des choses et que ça vous aura donné envie. Voilà. Et puis pour terminer, c'est ça qui m'avait demandé. Je peux vous montrer mon petit émulateur, donc XCPC, qui tourne ici, qui émule fidèlement un Amstrad CPC de l'époque. Par exemple, voici. Et là, on fait le premier truc qu'on faisait en basique à l'époque, qui est assez limité, je vous l'accorde. La chose qui nous intéressait le plus, c'était de pouvoir jouer au jeu. Donc là, je viens de charger une disquette dans le lecteur de disquette. Hop. Et voici, on se retrouve. Je vais y arriver. Voilà. Et nous voici revenus près de 35 ans en arrière à jouer à ce fameux jeu qui est Head Over Heels, qui est aussi le jeu pour lequel je parlais tout à l'heure. J'avais envie d'écrire cet émulateur puisque c'était un jeu passionnant pour l'époque, qui avait remporté plusieurs prix et voilà, c'est ce qui m'a permis, c'était mon jeu de test de mon émulateur en tant que tel. Et nous voici revenus, nous avons fait un bond de quelques années en arrière. Donc, voilà. Donc je vous remercie infiniment de votre attention et je suis disponible pour vous si vous avez des questions. Merci à toi Olivier. Tu peux peut-être remettre ta caméra. Ouais, ça y est.
Et c'était super touffu. Alors, on a déjà des questions. Alors, voilà. Oui. Alors, je me demande si on peut pas en fait le faire en mode audio. Ouais, on peut le faire en mode audio. Je pense que c'est mieux. Ouais. Alors, je vois qu'il y a Adrien qui posait des questions. Je peux déjà. À ma connaissance, la machine la plus difficile à émuler. Alors, je l'ai cité tout à l'heure, une des machines les plus difficiles à émuler jusqu'à présent, c'était la PlayStation 3. D'une part parce que elle avait une architecture un peu spéciale, basée sur le microprocesseur Cell qui a été développé conjointement par IBM et Toshiba, si je ne m'abuse, qui était finalement l'assemblage de plusieurs cœurs Power 4 ou Power 5, mais ultra customisés avec des coprocesseurs internes super spécifiques. Alors pour les développeurs des jeux sur cette plateforme à l'époque, c'était l'enfer. C'est-à-dire qu'en fait, la console a été commencé à être pleinement exploitée en termes de capacité technique que lorsqu'elle est finalement sortie du marché, qu'elle a été remplacée par la PlayStation 4. Donc c'est une des consoles les plus difficiles à émuler. Une moins difficile à émuler, c'était la Sega Saturn. Mais par contre, c'était un enfer à programmer pour les développeurs de l'époque. Parce qu'elle avait pareil une architecture basée sur 2 microprocesseurs qui fonctionnaient totalement en mode asynchrone avec des synchronisations un peu bizarres. Donc à émuler, elle n'était pas spécialement simple, mais on pouvait s'en sortir. À développer, à programmer, c'était l'enfer. Voilà. Sur ta deuxième question, un exemple de développement d'un composant d'émulateur sur lequel j'ai particulièrement galéré et comment j'ai résolu le problème. Au final, c'est surtout sur la partie microprocesseur qui est la plus galère et la plus difficile, dans le sens où il y a beaucoup de choses qu'on découvre, notamment lorsqu'on exécute d'anciens jeux, d'anciens logiciels qui étaient développés à l'époque, où les développeurs exploitaient des choses qui étaient non documentées, des instructions non documentées, des comportements qui étaient non documentés, qui fonctionnaient sur certains types de microprocesseurs fabriqués par exemple par Zilog. Ça fonctionnait sur les processeurs Z80 Zilog, mais qui ne fonctionnaient pas sur les clones russes de Zilog. Donc ça, c'est souvent on y va par jeu d'essai-erreur et on essaie de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas comme attendu et tout ça. Donc ça, c'est vraiment une enquête à la Colombo où on trace pas à pas chaque instruction, chaque flag du processeur et tout ça. Après, il y a d'autres composants qui sont parfois un peu plus galères, c'est les contrôleurs audio un petit peu évolués, notamment ceux de l'Amiga. Ceux de l'Amiga étaient des contrôleurs audio, ou plus précisément les cartes son Gravis Ultrasound, qui étaient des cartes son pour PC fin des années 90, qui avaient un chip audio assez funky émulé. J'en ai fait une émulation qui était réalisée à peu près à 60%, juste pour le fun, et je dois avouer que c'est pas simple. Donc après, pareil, comment résoudre les problématiques, c'est une enquête à la Colombo, du reverse engineering, et là, voilà, le plus difficile souvent, c'est d'avoir le hardware à disposition pour pouvoir faire du reverse engineering physique, là pour le coup. Moi j'ai une question, mais alors qui est purement pas technique. Du coup, comment on fait pour récupérer le jeu Cold Run 2 et le faire tourner sur sa machine? Alors, pour récupérer Cold Run, donc, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, tu trouves assez facilement sur Internet des banques de ROM et des banques de disquettes pour Amstrad, tout ça. Donc maintenant, c'est assez facile à trouver. Google est ton ami ou n'importe quel autre moteur de recherche. Il y a même des moteurs de recherche spécifiques pour les ROM qui existent. Donc après, on en revient à la question de la légalité de tout à l'heure que j'évoquais. C'est voilà, il faut se dire qu'on veut en faire un usage vraiment personnel et pas autre chose. Après, pour récupérer vraiment le ROM, moi, au tout début où j'écrivais des émulateurs, notamment pour ZX80 et l'Amstrad, il n'y avait pas forcément beaucoup de banques d'images de ROM ou de disquettes qui existaient, donc j'ai développé des programmes, comme je disais tout à l'heure dans mon talk, en basique et en assembleur qui permettaient d'aller dumper la mémoire, en connaissant bien la machine, dumper la mémoire et envoyer directement le résultat de ce dump, soit directement par une interface série vers un PC, soit sur une disquette. J'avais bricolé un lecteur de disquette à base d'un lecteur de disquette 3 pouces et demi que j'avais branché sur Amstrad CPC, qui permettait de remplacer le lecteur de disquette 3 pouces, donc qui permettait de récupérer assez facilement le dump d'une ROM ou d'un jeu. Voilà. C'est quand même pas mal galéré. Ouais, mais aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui se sont spécialisés là-dedans, notamment fin des années 90, des gens qui sont devenus des experts dans le dump des ROM et notamment le dump des ROM des machines d'arcade. Où là, c'était vraiment, vraiment tricky parce que d'une part, elles étaient protégées électriquement et la moindre fausse manip supprimait d'une petite mémoire sauvegardée les clés de chiffrement de la ROM et donc les ROM étaient chiffrées avec des algorithmes qui étaient propriétaires et funky.
D'accord. D'ailleurs, Nicolas Salmoria, l'initiateur de l'émulateur MAME à l'époque, il a fait sa thèse de mathématiques justement sur le déchiffrement des clés maîtres des ROM des machines d'arcade de l'époque. Et alors, d'autres questions? Est-ce que non, je pense que moi j'ai une petite question rapide. Est-ce que du coup sur le XCPC, est-ce que tu as un fan club ou il y a des gens vraiment qui sont vraiment accros et qui te suivent ou qui suivent? Alors moi, disons que j'ai pas vraiment dans le sens où effectivement j'ai développé cet émulateur essentiellement pour moi, même si c'est un logiciel libre sous licence GPL V2. Et je vise une plateforme qui est malheureusement peu répandue, qui est Linux et Unix d'une manière générale. Mais effectivement, j'ai eu pas mal de personnes qui sont dans mon cas, qui utilisent que Linux ou que BSD et qui m'ont parfois fait des rapports de bugs, qui m'ont demandé des petites évolutions. Effectivement, cet émulateur, j'ai laissé traîner pendant quelques années, donc il n'a pas beaucoup évolué. Ouais. Mais j'ai un projet que je traite depuis longtemps, je suis en train de le réécrire intégralement en C++, mais en intégrant quelques techniques d'émulation que je voulais explorer. Donc ça prend du temps, mais peut-être qu'un jour il sortira. Mais effectivement, de temps en temps, il m'arrive d'avoir des gens qui m'envoient soit des petits rapports de bugs, soit des petites demandes, soit simplement j'ai eu des gens qui m'envoyaient des messages comme ça une fois en disant « Ah tiens, j'ai découvert ton émulateur XCPC, j'ai pu rejouer à tel jeu sous Linux, ça m'a super fait plaisir. » Bah moi, ça me fait plaisir aussi. Ouais. Et tu penses le porter sur un autre système ou ça va être vraiment que Linux? Ah non, que Linux. J'ai toujours refusé de le porter sous Windows. Alors d'une part parce que j'ai pas de Windows à la maison, je suis pas utilisateur de Windows d'une manière générale. Et puis là, il y a tellement de très bons émulateurs qui existent sous d'autres plateformes qui couvrent qui couvrent l'Amstrad CPC que j'en vois pas tellement l'intérêt pour le coup. Voilà. Mais par contre, effectivement, j'en viendrai à développer une autre plateforme plus exotique pour laquelle il n'y a pas vraiment de bons émulateurs. Oui, je me dirais peut-être que je viserais le multiplateforme. Typiquement, les téléphones, ça peut être les téléphones mobiles, les PC sous Windows, voire Mac. Je me souviens, c'était en 2007 quand j'étais encore en développement assez actif sur l'émulateur. J'avais quelques utilisateurs sous macOS avec la couche d'émulation X-Window qui me faisaient des rapports en me disant des rapports de bugs. Ah bah tiens, là c'est lent. Bah tiens, moi j'avais pas de Mac à disposition. Par contre, j'avais des testeurs. Donc, je leur envoyais des préversions avec des bouts de code de test, etc. Ils testaient, ils me disaient, ah, tiens, maintenant ça fonctionne bien, je suis à pleine vitesse, ça marche, etc. Voilà. Est-ce qu'il y a Karim qui a une question? Il veut juste... Ouais. Je sais pas, ça tapouille. Peut-être je le mets... Ouais, tu peux mettre le micro. En mode... Normalement, tu dois pouvoir parler. Ah. Alors, c'est une question écrite. Adrien. Alors, la question est intéressante. Aujourd'hui, oui, on pourrait utiliser le WebAssembly. D'ailleurs, on peut utiliser, il y a des émulateurs qui ont été écrits en JavaScript. Un des premiers émulateurs de PC, d'ailleurs, qui a été écrit en JavaScript, a été écrit par Fabrice Bellard il y a quelques années de ça. Alors, Fabrice Bellard, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui a créé FFmpeg, qui a créé QEMU, excusez-moi du peu. Donc c'est un mec avec un cerveau incroyable, et ça a été un des premiers à lancer justement l'écriture d'émulateurs en JavaScript et d'utiliser justement un subset de JavaScript justement pour qui finalement ressemble à ce que devient WebAssembly aujourd'hui, qui permet d'émuler un système avec une vitesse correcte. Après, le problème de tout ce qui est WebAssembly, JavaScript et des langages entre guillemets byte-codés ou interprétés à la volée, c'est justement on a besoin d'avoir à disposition une machine assez puissante pour compenser le overhead de recompilation. C'est tout. Après, plus la machine que vous avez à disposition est puissante ou moins la machine que vous souhaitez émuler est puissante, ça se fait assez seul, quoi. Question de test unitaire de Karim. Alors, ce sera possible de dev un système micro complet avec une approche TDD? Oui, alors là, absolument. Absolument. Même si j'ai pas pris au début cette approche complètement TDD à l'époque, parce que c'était pas une technique que je maîtrisais particulièrement, à contrario d'aujourd'hui. En tout cas, il est évident qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut, je me relancerai à écrire. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait avec mon test d'émulateur en C++, c'est-à-dire que j'ai complètement redéveloppé mon système de génération
Docker de Z80, et lui il est en approche TDD pure et dure. Donc avec une approche TDD sur le décodage des instructions, une approche TDD justement pour vérifier que toutes les instructions qui sont émises et interprétées respectent bien finalement la spécification officielle ou non officielle du microprocesseur. Donc oui, on peut faire une approche totalement TDD sur tout ou partie du logiciel. En fait, la seule difficulté, c'est ce que je disais au début de mon talk, pour rebondir sur ton dernier message, c'est d'avoir à disposition un maximum d'informations. C'est-à-dire des bouquins qui ont été écrits à l'époque par des experts du sujet. Rodney Sachs, par exemple, pour le Z80 et le 6502, qui étaient des gens qui avaient vraiment étudié le sujet à fond, sortir des manuels techniques, des services manuels, etc. Et plus on a d'informations officielles ou non officielles à disposition, plus c'est facile d'implémenter les tests en mode TDD et donc de passer vers du premier coup. Prévois-tu des API? Ça laisse la porte ouverte au script bot. Alors, non, j'ai pas prévu ça, mais par contre, il y a des émulateurs qui font ça très bien. Notamment, il y a OpenMSX. OpenMSX, qui est un émulateur d'ordinateur MSX de l'époque, qui permet effectivement d'avoir une interface utilisateur par laquelle on passe par une socket sur la machine, et c'est assez extensible. On pourrait prévoir effectivement une API directement, une API REST dessus, pour finalement simuler un utilisateur et faire jouer ce simulateur à l'émulateur. Donc ça ouvre des perspectives qui sont assez rigolotes. Carrément. Est-ce qu'il y a encore des questions? Sinon, on va devoir terminer là. Ça va, je n'ai pas trop shifté. Non, du tout. On est pile poil dans les temps. Bon, pas de questions. Bah, du coup, j'en profite. Merci beaucoup pour le talk. C'était vraiment super passionnant. Même pour ceux qui ne maîtrisent pas la programmation bas niveau au final. Moi, j'ai quasiment tout compris. Ah bah, c'est cool alors. Et merci à tout le monde d'avoir assisté. La semaine prochaine, on a un nouveau BBL avec Cassidy Williams, ça va être sur du Next.js. Par la suite, on aura un BBL avec Yannick sur l'architecture microservice. Donc, plein de bonnes choses encore, mais évidemment, Olivier a mis la barre très haut. Ouais, mais je pense qu'il y a 2 à venir vont être super top. Hein. Ouais. Merci encore, merci à tous. Prenez soin de vous et à bientôt. Merci à tous. Ciao, ciao. Ciao.